Il croyait venir simplement déposer des fleurs sur la tombe de son fils. Il ne s'attendait pas à revenir avec un secret vivant dans ses bras. Le cimetière était désert, sauf pour le vent qui balayait le gravier en traînées argentées. Philippe Lefebvre descendit de sa Mercedes d'un pas mesuré, serrant contre lui un bouquet de pivoine blanche dont l'odeur pâle se mêlait à l'air froid. Les doigts raides de l'hiver, il ajusta sa cravate noire et avança entre les rangées de pierres. La tombe de Maxime, incrustée d'une date qui refusait encore à ses yeux d'être définitive, était entourée de quelques petites choses laissées là. Un carnet d'architecture aux pages cornées, une photo en noir et blanc, un petit avion de papier, les traces d'un fils qui avait aimé construire rêves et maquettes plus que bureaux. Il posa les fleurs. Les pivoines tremblaient légèrement. Il n'avait pas encore perdu l'habitude de parler à la pierre comme on s'adresse à un absent et murmura le nom de Maxime comme pour le rappeler. Sa voix se brisa rapidement. C'était devenu plus simple, au fil des mois, d'éviter la question entière de l'autre chambre et de se réfugier dans la routine des réunions et des comptes. Mais ce matin-là, la routine fut brisée avant même qu'il ne comprenne comment. Une silhouette, à une dizaine de mètres, se redressa soudain. Chloé. Il reconnut sa démarche, la façon un peu rapide dont elle remettait sa veste, les mains toujours occupées à sécuriser quelque chose contre sa poitrine. Elle ne travaillait plus chez eux depuis longtemps, la seule fois où Philippe s'était vraiment permis d'oublier un visage. La vie lui renvoyait ce visage au cimetière. Elle tenait un bébé. La couverture était rouge, vive comme une accusation. Le bébé dormait, le menton posé contre l'épaule de Chloé, un petit souffle régulier qui défiait la gravité des lieux. Philippe sentit le bouquet glisser d'entre ses mains. Une pivoine tomba, roula sur le gravier et se planta entre deux tombes comme un point d'interrogation. « Monsieur Lefebvre !» La voix de Chloé se coupa d'un coup, surprise. Elle n'avait pas prévu qu'il revienne aujourd'hui. Son visage se durcit un instant, mais dans ses yeux il y eut une appréciation très humaine, la reconnaissance d'un homme que l'on sait puissant et dont la colère, si elle venait, pourrait tout changer. Philippe fit un pas en avant, puis s'arrêta, incapable d'articuler. Le bébé ouvrit les yeux. Les prunelles sombres semblaient tordre l'air, prenant une expression qui arrêta le temps pour Philippe. Il connaissait ce regard. Il connaissait les petites rides au coin des yeux, cette ligne entre le sourcil et la paupière que Maxime avait hérité d'un grand-oncle. Le visage du bébé était minuscule et pourtant familier, comme une photographie que l'on aurait retrouvée d'un homme à 20 ans. Chloé posa une main protectrice sur la tête du bébé. « Il s'appelle Nathan, dit-elle, la voix éraillée. Il est né le 14 mars. » Les mots tombèrent sans phare. Philippe eut l'impression que la tombe de Maxime lui cédait un second souffle, un écho que personne n'aurait dû entendre. Il chercha quelque chose à dire, les phrases se fracassaient contre sa gorge. « Comment est-ce possible ?» finit-il par demander, plus à lui-même. Chloé inclina la tête. Une histoire trop longue et trop simple s'ouvrait en elle, une histoire où l'amour s'était invité dans l'espace interdit d'un employeur et de sa femme. « Maxime m'aimait, dit-elle. Il m'a aimé pour ce que j'étais, monsieur. Nous n'avons pas voulu le faire savoir. » Sa main impatiente céda. Il est mort le 7 avril. La date lui vint comme une gifle. Le souvenir de la veille de l'accident revint, net et tranchant. Un message sur le téléphone, un rendez-vous manqué, la nouvelle à la radio. Depuis, la famille avait appris à vivre autour d'un vide que les courriers et les commissions financières ne comblent pas. « Vous dites que... » Philippe balbutia. Le monde s'effritait doucement autour de la pierre et des pivoines. Tout l'édifice de certitude que sa naissance, son nom et son argent avaient bâti tremblait. Chloé regarda son petit et reprit plus doucement, sans cesser de les protéger. « Je n'ai jamais voulu de scandale. J'ai caché la grossesse parce que j'avais peur. Après la naissance, Maxime m'a demandé de tenir le silence. Il voulait d'abord réussir, me le dire quand les choses seraient plus simples. » Elle baissa la voix, comme si le cimetière pouvait mieux entendre les secrets que les vivants. « Après l'accident, j'ai pensé à venir, mais je n'avais pas le courage. Ce matin, je suis venu déposer des fleurs, et, je ne sais pas pourquoi, le destin a fait que vous étiez là. » Philippe se sentit vieux d'un coup, conscient de sa propre cruauté passée envers les gens qui travaillaient pour lui. Les souvenirs d'un jeune homme souriant, de discussions sur des projets d'études, des maquettes qu'il avait admirées distraitement dans le bureau de Maxime lui revinrent comme de petits éclats de verre. Pourquoi n'avait-il pas su regarder? Pourquoi la fierté leur avait-elle fermé les yeux à tous?
La conversation fut brève, le froid rendait tout geste plus lourd. Chloé ne demanda pas d'argent, ne fit pas de reproches. Elle avait, disait-on dans sa manière, déjà pris la décision de protéger l'enfant coûte que coûte. Philippe sentit une culpabilité qu'il n'avait pas connue depuis l'enterrement, non pas celle d'un père pour son fils disparu, mais celle d'un homme qui avait ignoré les signes d'une vie fragile qu'il avait côtoyée sans voir. « Vous voulez qu'on parte avec vous » demanda-t-il enfin, tutélaire, comme si la question pouvait rendre l'inacceptable plus acceptable. Il pensait à Isabelle, à la maison, à la chambre qui avait arrêté d'être jeune depuis la disparition de Maxime. Chloé hocha la tête. « Je n'ai nulle part où aller. Ils m'ont expulsé de l'appartement où je travaillais. Mon cabinet de ménage n'existe plus. Si vous voulez aider... » Elle ne termina pas la phrase. L'aide pour elle n'était pas seulement financière, elle voulait une sécurité pour Nathan, une reconnaissance qui éteindrait la stigmatisation. Philippe prit le bébé dans ses bras comme on prend un objet fragile. La couverture rouge froissa son costume, la chaleur du petit corps réchauffa son cœur engourdi. Nathan se réveilla presque à ce contact et observa Philippe avec sérieux, comme s'il jaugeait l'homme que la vie venait d'envoyer pour décider. La pivoine tombée était écrasée sur le gravier. Philippe la ramassa sans y penser, la tint entre ses doigts, le parfum tenace lui fit couler une larme qu'il chassa d'un geste sec. Il se sentit acculé devant une décision qui n'avait pas besoin d'être triée. La vérité devait être établie. « Je vais parler à ma femme », dit-il d'un ton qui cherchait à reprendre autorité, mais sa voix tremblait. « Venez avec moi. » Chloé hésita, le regard fuyant. Elle ne savait pas si la rencontre avec Isabelle serait douce ou étouffante. Elle n'était pas dupe, ils vivaient dans deux mondes dont l'intersection, ce jour-là, se faisait sous un ciel qui n'annonçait rien de clément. La route vers leur maison fut silencieuse. Philippe conduisit lentement, l'esprit chargé d'images et de mots qu'il n'osait pas prononcer. Nathan, emmitouflé, dormait parfois et parfois ouvrait les yeux pour regarder le paysage. Philippe, au volant, observait la silhouette de la ville se dessiner comme s'il la regardait pour la première fois, conscient que désormais il avait une responsabilité dont il n'avait jamais imaginé l'ampleur. L'entrée dans la maison fut un retour à un ordre qui ne voulait plus rien dire. Isabelle était là, assise dans le salon, une écharpe sur les épaules, le regard absent. Sa silhouette paraissait amaigrie. La dépression lui avait creusé les traits comme le vent creuse la pierre. Elle leva les yeux. Philippe sentit son cœur se contracter. Il avait peur, non pas de la colère, mais de ce silence lourd qui signait la peur. « Tu es rentré tard », dit-elle d'abord, la voix neutre. Philippe posa Nathan dans ses bras. La réaction d'Isabelle fut immédiate. Ses yeux se fixèrent sur le bébé, puis sur Philippe, puis sur le gravier qui avait gardé l'empreinte de la pivoine. « Qu'est-ce que » fit-elle, la phrase se brisant. Il raconta, sans emphase, ce qu'il avait vu et entendu au cimetière. Chaque détail semblait lourd comme une pierre. Le nom Nathan, la date de naissance, la ressemblance. Isabelle prit le bébé comme si l'enfant était un échantillon fragile. Elle tressailla, sentit la joue du petit, observa la ligne du nez. Le silence s'allongea, pesant. « Tu veux dire que... » Elle n'acheva pas. Il y avait dans sa voix une colère froide, nourrie par d'autres peurs, la honte sociale, la trahison perçue, la possibilité que le nom Lefebvre puisse être mêlé à un secret honteux. Elle pensa aux réunions, aux commérages, à la façon dont les amis et les associés pourraient jauger leur famille. Surtout, elle pensa au vide laissé par Maxime et à la manière dont accepter ce bébé reviendrait à reconnaître une part d'existence qu'il n'avait pas voulu affronter. « Nous devons faire un test ADN, dit-elle enfin, catégorique. Ce n'est pas une accusation, Philippe, c'est une précaution, pour le bien de Nathan, pour le nôtre. » La phrase résonna comme une évidence et une punition. Philippe sentit son visage se chauffer. Il aurait voulu résister, dire que le regard du bébé avait tout prouvé. Mais il connaissait la loi, la science, la vérité se mesure en preuve. « D'accord, répondit-il, on fera un test. » La nécessité d'une preuve apaisait et ravivait à la fois leur cicatrice. Isabelle, qui jusque-là avait pris la posture de la dignité blessée, se redressa avec une détermination presque professionnelle. Elle appela sa sœur Catherine, avocate, pour cadrer la démarche. Elle voulait que tout se fasse proprement, dans la transparence d'un acte juridique qui protégerait chacun. Le mot « transparence » sonnait creux entre ces murs encore humides de deuil, mais il était nécessaire.
La décision fut prise d'un commun accord froid, un test de filiation grand-parentale. Sans échantillon direct de Maxime, la voie la plus sûre était de comparer l'ADN de Nathan à celui de ses supposés grands-parents, Philippe et Isabelle. Les résultats ne diraient pas « Maxime est le père » de façon aussi nette qu'un test père-enfant, mais ils pourraient donner une probabilité statistique très élevée, suffisante pour que la famille puisse, juridiquement et moralement, accepter la réalité. Philippe appela un laboratoire recommandé par un contact de cabinet. Le personnel fut professionnel, doux presque. Ils expliquèrent la procédure, prélèvement buccal, conservation des précautions, consentement signé. Il fallut obtenir le consentement formel de la mère. Chloé, qui avait suivi Philippe à contre-cœur jusqu'à la maison, hocha la tête en silence. Elle signa, main tremblante, la feuille où l'on précisait qu'elle autorisait l'examen de son fils. Aucun des mots sur la feuille n'était simple, mais certains étaient des ponts que l'on tendait quand l'avenir d'un enfant était en jeu. Au laboratoire, la petite joue de Nathan fut frottée délicatement pour prélever la muqueuse buccale. Philippe remit son propre prélèvement, puis Isabelle fit de même, le geste court, mécanique, comme si elle prenait un acte administratif banal. Pourtant, en quittant la pièce, elle tenait dans sa paume la looping forme d'un destin. Il devait attendre. Le technicien mentionna le délai, 5 jours ouvrés pour les résultats. 5 jours qui allaient paraître une éternité. Isabelle reprit la direction des opérations. Elle insista pour prévenir Maître Dubois, le notaire de la famille, afin qu'il prépare les fichiers testamentaires si jamais la filiation était confirmée. Philippe, qui avait toujours délégué ces détails, sentit une résistance étrange, presque honteuse. Avait-il craint la vérité au point d'avoir ignoré, par inattention, les indices? Sa culpabilité se métamorphosait en un besoin pressant de réparation. Avant de se séparer, Chloé glissa une chose dans la poche intérieure de la veste de Philippe sans beaucoup d'explication. Un petit carnet couvert de toile grise, page usée, sur lequel était inscrit d'une écriture fine le nom de Maxime. Philippe sentit le poids du carnet. Il l'ouvrit dans la cuisine, feuilleta des esquisses, des phrases découpées, quelques lignes griffonnées comme si on y avait déposé un projet de vie. Une phrase au milieu d'un dessin d'angle de fenêtre le frappa. « Si tout doit se terminer ici, que Nathan ait une chance d'apprendre ce que j'aimais. » Ce n'était pas une lettre, pas encore, c'était une promesse jetée sur du papier. La voix de Maxime, mince mais claire, semblait s'y faire entendre. « Si un jour tu dois porter ce nom, apprends à regarder les choses en vrai, pas seulement à travers ce que l'on te donnera. » Ces mots, à mi-chemin entre un mot d'encouragement et une défense, firent vaciller Philippe. Il comprit que l'enjeu n'était pas l'héritage matériel, il était moral, intime, brutalement humain. Isabelle, qui avait observé Philippe lire le carnet, se retira dans la chambre. Le silence, long, devint une convocation. Elle pleura sans bruit, comme si elle épargnait le monde de ses larmes. La fierté, la honte, l'amour perdu se mêlaient et laissaient une odeur aigre de regret. La décision fut prise de tenir la situation loin des journaux. Isabelle n'était pas naïve, elle savait que la famille serait scrutée. Mais elle voulait d'abord savoir et ensuite voir. « Nous ne parlerons qu'en connaissance de cause », dit-elle. Pas de photographie, pas de déclaration publique. Le mot « public » sonna dans la maison comme un rappel de ce qu'ils étaient, une famille sous une loupe même dans ses pires moments. Philippe sentit la colère d'une institution sociale qui pèse sans pitié sur les erreurs humaines. Il pensa qu'à sa propre mère, à la façon dont elle aurait jugé tout cela. Il pensa qu'à Maxime, à sa jeunesse. Il pensa à l'enfant qui dormait au-dessus d'eux et comprit, dans un élan de peur mêlé d'adrénaline, que désormais sa vie ne lui appartenait plus seulement. Avant le coucher du soleil, il retourna au cimetière. La pierre, dans la lumière rasante, paraissait plus sombre. Il posa une main sur la tombe. « Si c'est lui, murmura-t-il, je devrais apprendre à être un autre homme. » Il ne sut s'il parlait à Maxime, à lui-même ou au petit en rouge qu'on lui avait confié plus tôt. Les paroles restèrent en suspension. Les jours suivants s'organisèrent autour d'une attente sourde. Philippe reprit ses rendez-vous, mais ses gestes n'avaient plus la même assurance. Isabelle consulta Maître Dubois en appel téléphonique bref. Il fallut préparer la possibilité juridique d'une tutelle, envisager la gestion d'un patrimoine pour un mineur, prévoir la protection nécessaire. Catherine arriva en renfort. Elle posa des questions précises, fidélistes, parla de protection de l'intérêt de l'enfant et de mise en séquestre, si nécessaire.
Les mots juridiques, rigides, se mêlaient aux gestes fragiles d'une maison qui apprenait à vivre sous la menace d'une vérité. Chloé restait en périphérie, présente et discrète. Elle accepta, sans poser de conditions humiliantes, l'aide provisoire qu'on lui proposa. Un appartement social mis à disposition, quelques ressources pour les premières semaines. Elle fit preuve d'une pudeur invincible. Elle ne mendiait pas la pitié, elle demandait la sécurité. Quand Nathan souriait, c'était comme si son sourire voulait dissoudre les frontières. À mi-chemin de ces jours emplis de paperasse et de regards retenus, Philippe trouva, un soir, une lettre cachée entre les pages du carnet de Maxime. Ce n'était pas une déclaration grandiose, c'était un mot griffonné. Sa lecture fit monter une chaleur bizarre en lui, similaire à la fois au remords et à l'admiration. Les mots n'étaient pas longs. « Si tu lis ça après, sache que je n'ai pas voulu détruire notre monde. Je t'aime, Chloé, pour ce que tu es. Si la vie me retire, que ce soit pour toi un pont, pas une honte. Philippe, si ce message te parvient, prends soin de Nathan. Ne le laisse pas être un secret. » Les lignes tremblaient légèrement, comme si l'auteur avait écrit en roulant au creux d'une journée précipitée. Les mots n'étaient pas des directives d'un testament, c'était l'écho d'un amour simple et d'une peur d'exposer la fragilité. Philippe sentit la lettre comme une permission donnée par le fils mort pour que la famille vivante fasse ce qu'il n'avait pas osé. Il glissa la lettre dans sa poche et rentra chez lui, la nuit déjà tombée. Isabelle l'attendait, seule devant la fenêtre, une tasse de thé refroidie entre les mains. « Alors » demanda-t-elle. « Nous attendons, dit-il, 5 jours. » Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, puis hocha la tête comme si la volonté de tout organiser était plus forte que l'épuisement. Ils préparèrent une chambre d'appoint pour Chloé et pour Nathan, plus symbolique qu'autre chose. Un matelas, quelques objets, une couverture qui rendrait hommage à la simplicité. Personne ne parla d'adoption, pas encore. Personne n'annonça la transformation qui venait. Les heures suivantes furent habitées d'un va-et-vient de petites choses, des appels, des précisions juridiques, des discussions sur les comptes bloqués, et surtout des visites silencieuses au cimetière. Philippe s'y rendait chaque soir, tenant dans sa main la pivoine écrasée qu'il avait conservée dans un livre, comme pour attester qu'un lien physique persistait entre la tombe et la maison. Il parlait souvent à la pierre, mais pas seulement pour pleurer, il parlait pour promettre. Le 5e jour approchait. La maison avait changé d'odeur, moins de parfums de luxe, plus d'odeur de couches, de lessive bon marché, de chaises pour enfants. Dans la cuisine, le carnet de Maxime trônait, ouvert comme un oracle. La famille, fragile et tendue, attendait des chiffres qui, une fois tombés, encombreraient ou apaiseraient les cœurs. Philippe, incapable de se tenir en place, revenu au cimetière sous un ciel bas, posa la main sur la pierre et ferma les yeux. 5 jours qui, pour la première fois depuis longtemps, allaient décider de la forme que prendrait leur réparation. Le 5e jour arriva comme un verdict suspendu. La maison ressemblait à une bulle où le temps avait ralenti. Chaque tic-tac d'horloge marquait une respiration retenue. Le carnet de Maxime restait ouvert sur la table basse, ses esquisses comme autant de fenêtres vers une vie qu'on ne pouvait plus toucher. Philippe refusait de quitter la pierre de la tombe la nuit. Isabelle ne quittait plus la fenêtre du salon. Chloé, elle, veillait Nathan comme on garde une flamme fragile. Avant que le téléphone ne sonne, ils évitèrent tous d'imaginer la voix qui porterait la vérité. Puis le son bref retentit, mécanique et pourtant saturé d'émotion. Maître Dubois parlait d'une voix contrôlée. Les mots juridiques glissèrent, précis, presque froids. Probabilité de filiation très élevée, indices statistiques en faveur, mesures de protection à discuter. Mais derrière la technique se devinait l'évidence qui allait rentrer dans la maison comme une nouvelle pièce. « Vous pouvez venir, monsieur Lefebvre, dit Maître Dubois. Il faut que nous nous voyions. » La traversée jusqu'au cabinet du notaire fut une succession d'images. Nathan sur le siège arrière, la couverture rouge repliée sur ses jambes, le carnet serré sous le bras de Philippe, comme si l'on pouvait encore sentir l'odeur de l'encre de Maxime. Isabelle, silencieuse à côté de son mari, serrait un mouchoir froissé. Les 5 jours avaient creusé leur visage différemment. Le deuil et la crainte avaient rapiécé la fierté d'Isabelle par endroits, faisant apparaître des plis nouveaux. Maître Dubois les accueillit sobrement, rassemblant les documents. Catherine était déjà là, en visage sûr, ses notes parfaitement ordonnées. Autour de la table, ils se regardèrent comme des gens qui se tiennent avant une traversée.
Les mots techniques furent posés, puis la phrase essentielle, lâchée comme on pose un caillou sur une surface d'eau. Les analyses confirment la filiation entre Nathan et votre fils Maxime avec une très forte probabilité. Pendant un instant, le monde se fissura de toutes parts. Isabelle sentit une sorte d'effondrement, pas tant de joie que d'épuisement. Ce que beaucoup auraient espéré comme un apaisement lui apparut d'abord comme un verdict de vie. Il fallait désormais assumer ce qui n'était plus négociable. « Quelles sont les implications ?» demanda Philippe, la voix plus ferme qu'il ne se sentit. Maître Dubois exposa les conséquences légales. La reconnaissance de filiation ouvre le droit à porter le nom, à l'héritage et impose aussi des responsabilités. Il expliqua le mécanisme de la tutelle et de la gestion d'un patrimoine pour un mineur. Il proposa la mise sous séquestre des fonds destinés à Nathan, la création d'un mandataire ad hoc et la rédaction d'une convention encadrant l'usage des revenus pour l'éducation et l'entretien. Tout cela techniquement, sobrement, comme un plan d'architecture juridique. Puis il sortit une enveloppe épaisse. « Il y a en effet un testament et un pli personnel, dit-il. J'ai reçu ces documents parmi les effets de M. Maxime Lefebvre. Je peux vous les remettre si vous le souhaitez. » Philippe sentit que sa main se posait elle-même sur la table. Dans sa poche, la lettre de Maxime était devenue un poids intime. Sur la table, l'enveloppe avait le poids public d'une volonté exprimée. Isabelle eut un mouvement de recul, mais Catherine posa sa main sur la sienne comme pour indiquer qu'on ne fuyait pas. Maître Dubois fit rouvrir l'enveloppe et, avec la formalité nécessaire, commença la lecture. Les extraits qu'il lut n'étaient pas de simples clauses financières, ils révélaient une pensée sensible, presque pudique. Maxime avait organisé des dispositions claires. Une part de son patrimoine devait être réservée au soutien éducatif et au bien-être de Nathan, géré par des personnes qu'il désignait, en insistant sur la nécessité d'un encadrement permettant à l'enfant d'étudier et de poursuivre ce qui l'attirera, l'architecture, l'art ou ce que son cœur lui dictera. Il demandait explicitement qu'on protège Chloé, qu'on lui permette d'accéder à des études si elle le souhaitait, et qu'on veille à ce que Nathan ne soit jamais présenté comme une honte, mais comme un héritage vivant. Puis Maître Dubois prononça la phrase qui fit basculer le silence. Il a joint une lettre, écrite de sa main. Il y exprime son amour pour Chloé et sa volonté que Nathan soit reconnu et soutenu. Quand la voix de Maxime se fit entendre, par fragments lus à voix basse, elle porta en elle une mélancolie et une fermeté que personne n'avait soupçonnées. La lecture offrit à la pièce une intimité nouvelle, comme une personne absente qui, soudain, donne son avis. « Si tu lis ceci, c'est que les choses ont tourné plus vite que prévu. Je ne veux pas que Nathan grandisse en se demandant pourquoi il est là. Je veux qu'il sache d'où viennent ses rêves. S'il est mon fils, je veux que mes parents, si possible, prennent soin de lui, pas comme d'un héritier, mais comme d'une continuation. Ne transformez pas l'argent en pansement. Donnez-lui des outils pour construire. » Les mots furent simples, presque maladroits dans leur franchise. Ils contenaient une exigence, ne pas céder à la honte ni à la pudeur qui efface. Ils requéraient aussi un minimum de dignité. Isabelle, en entendant ces lignes, sentit l'asphyxie de sa rancœur se desserrer. Elle comprit que la possibilité d'accueillir Nathan n'était pas uniquement une responsabilité pécuniaire, mais une réponse à la demande d'un fils disparu. « Il veut que la maison reste un lieu d'apprentissage, » dit Maître Dubois. Il a précisé la création d'un fonds pour l'éducation et la mise à disposition de ressources pour le logement et la formation de Chloé si elle le souhaite. Les yeux d'Isabelle se remplirent, non d'un triomphe émotionnel, mais d'un travail intérieur, accepté. Elle se leva, sans bruit, et marcha vers la fenêtre. Les mots de Maxime résonnaient plus fort que celles de son propre orgueil. Dans la chambre, elle toucha la robe du deuil qu'elle avait gardée, comme pour évaluer si elle pouvait encore la porter. « Je ne veux pas que Nathan soit un instrument pour nous faire bonne conscience, » murmura-t-elle finalement. « Mais je vois qu'il nous demande autre chose, d'arrêter d'être des spectateurs. » Philippe sentit qu'un espace s'ouvrait où la réparation pouvait commencer. Il se rappela le petit avion de papier sur la tombe, la maquette sur la table basse, les motifs de son fils qui semblaient continuer de parler. La lecture du testament n'était pas une absolution, c'était une injonction. Il regarda Chloé, dont le visage restait concentré mais marqué par une fatigue inextinguible.
Le courage tranquille de cette femme, exposée à la lumière d'une famille qui la regardait enfin, était plus exigeant que tout héritage. La sortie du cabinet fut presque cérémonieuse. Des décisions furent prises, la mise sous séquestre d'une partie des fonds, la nomination provisoire de Philippe et Isabelle comme tuteurs légaux, avec contrôle d'un mandataire indépendant, l'obligation de confidentialité durant les mois à venir afin d'éviter les emballements médiatiques. Maître Dubois s'assura que tout serait transparent et orienté vers l'intérêt de Nathan. Ils signèrent les documents, conscients que ces signatures scellaient un nouvel ordre. Dans la voiture, le silence n'était plus la peur d'un verdict, mais le poids d'une nouvelle responsabilité. Isabelle posa la main sur la sienne en un geste qui, désormais, n'était plus seulement coutume conjugale. C'était le début d'une alliance rendue nécessaire par l'amour d'un fils disparu. Chloé, assise à l'arrière, regardait la main de Nathan serrant le doigt d'un homme qui avait longtemps été pour elle une figure d'autorité froide. Il y avait dans ses yeux un paysage de gratitude et d'appréhension. À la maison, la nouvelle fut accueillie avec des gestes plus qu'avec des mots. Ils préparèrent une chambre plus décente, engagèrent des démarches administratives pour changer le nom de famille si nécessaire et firent appel à des services sociaux pour organiser l'accompagnement de Chloé. Catherine joua un rôle discret mais décisif. Elle négocia avec la banque la mise sous séquestre, mit en place des garanties pour éviter les déconvenues et posa des bornes légales qui permettraient à Nathan d'avoir un avenir protégé. Les jours qui suivirent furent un apprentissage patient. Philippe dut s'habituer à changer les couches, à faire des courses à des heures où il n'y avait pas de réunion. Il dut écouter les mots de Chloé, parfois maladroits, parfois pleins de désir de maîtriser la situation. Isabelle apprit à rire autrement, à accepter qu'un bébé puisse remplir une chambre d'un bruit qui n'était pas le murmure d'un souvenir brisé, mais le battement d'une vie. Un soir, Alice, la voisine qui jadis fréquentait leur réception, apporta un petit bavoir brodé, un signe discret que la communauté pouvait aussi tendre la main. Pourtant, tout n'était pas apaisé. Des regards persistèrent, certains amis s'éloignèrent, gênés par des ragots qu'ils n'avaient pas cherché à comprendre. Philippe fut confronté à la rudesse d'un monde où les convenances pèsent plus fort que la vérité. Il subit une réunion difficile au conseil d'administration où certains représentants murmurèrent sur l'image de la famille. Il sentit un vertige. Comment protéger Nathan d'un monde qui aime les pièces propres et les histoires calibrées? Il décida de riposter non par l'affrontement, mais par la construction. Il fit appel à des personnes compétentes pour gérer la communication avec respect, en protégeant Chloé et l'enfant. Il maintint la décision de ne pas rendre l'affaire publique sans le consentement de chacun. L'idée fut acceptée, mieux valait avancer dans l'intimité pour préparer l'avenir. La maison se transforma en atelier d'éducation. Le carnet de Maxime devint un trésor. Philippe s'employa à transmettre au garçonnet par petites touches l'héritage de son père, non l'argent, mais l'amour des formes, des lignes, de l'observation. Pendant des après-midi, il emmenait Nathan voir les chantiers, lui parlait des bâtiments, montrait des photographies de maquettes. Nathan, même bébé, semblait s'animer à la vue d'un plan ou d'un angle de pierre. Chloé, encouragée par l'accès aux fonds destinés à sa formation, s'inscrivit à des cours du soir. Elle choisit un cursus de gestion des associations et d'accompagnement social, une voie qui convenait à sa volonté de se rendre utile et d'apprendre à défendre ceux qui, comme elle autrefois, vivent invisibles. Les progrès furent lents, il y eut des nuits blanches, des doutes, des moments où la honte ancienne la reprenait. Mais à chaque petit succès, à chaque examen passé, sa fierté renaissait. Les premiers mois furent un véritable collage de petites victoires. Un rendez-vous à la CAF qui se termina positivement, une aide trouvée pour la crèche, une place de transport pour la formation. Philippe s'impliqua aussi dans la gestion administrative de Nathan. Procuration, compte bloqué, procédure de changement de nom préparée en vue de la reconnaissance officielle. La mécanique du droit, souvent impersonnelle, devint pour lui un moyen de réparer. Il apprit à lire des lois, à comprendre les subtilités de la protection des mineurs et de la gestion patrimoniale. Lenteur et lente guérison allèrent de pair. Isabelle passait des après-midi à parler avec Chloé, au début maladroitement, comme deux femmes d'origine sociale différente qui se découvrent forcées de cohabiter. Elles révèlent leurs peurs, leurs regrets et petit à petit tissent une sorte de respect. Chloé, qui n'avait pas eu l'habitude d'entendre des mots de réconfort, trouva dans ces conversations un sol plus stable. Pour sa part, Isabelle fit l'examen de conscience le plus dur. Accepter que sa douleur ne lui donnait pas le droit de renier un enfant.
Elle comprit qu'accueillir Nathan serait aussi accepter la trace d'un fils qu'elle aimait. Dans la vie locale, la rumeur s'éteignit peu à peu, non par magie, mais par l'évidence d'un quotidien plus fort que la sensation. Quand Nathan grandit, le petit garçon qui autrefois faisait tomber les pivoines à la tombe devint un enfant curieux, déjà attiré par la construction et les jeux de maquettes. Il écoutait les récits sur son père avec des yeux grands ouverts, posant des questions qu'on n'avait pas su anticiper. « Pourquoi papa aimait les fenêtres ?» demanda-t-il un jour en regardant une maquette que Philippe avait préparée. Philippe répondit en montrant une esquisse de carnet « Parce qu'il pensait qu'une fenêtre change la façon dont on sent le monde. » Le temps continua son travail. 3 mois devinrent un an. Les rendez-vous juridiques se transformèrent en mise en place concrète. Un mandat de gestion veillant aux besoins de Nathan, un compte de réserve pour les études, la mise en place d'un administrateur indépendant pour surveiller l'usage des fonds. Les décisions restèrent prudentes, le cœur conscient des dangers possibles. Mais paradoxalement, cette rigueur légale permit aux relations de se baisser dans la simplicité du quotidien. Puis vint un après-midi d'automne où la maison reçut une visite inattendue. Julien Mercier, ami intime de Maxime, apparut avec des cartons contenant des boîtes de souvenirs. Julien, qui avait hérité de quelques papiers et maquettes qu'il avait conservés, apportait ces pièces comme des fragments de mémoire. Il remit à Philippe une boîte contenant des photographies, des lettres et, surtout, une scène enregistrée. Une bande audio d'une conversation entre Maxime et Julien, où Maxime parlait de projets, de rêves et de ses inquiétudes. Entendre la voix de Maxime, rire léger et conviction mêlée, fut pour tout le monde un moment presque religieux. Dans un passage de l'enregistrement, on entendit Maxime dire, hésitant, « Si un jour les choses se gâtent, je veux que Nathan sache qu'on ne cache pas l'amour, on le protège. » Ce mot-là, « protège », devint une boussole. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un héritage à clamer, mais d'un engagement à tenir. Les années qui suivirent furent racontées par petites vignettes, comme les photos d'un album qui se chronomètre. Un montage de moi montra Nathan apprendre à tenir un crayon, puis construire des tours de bois, puis dessiner des plans sur des feuilles A3. On le vit fêter ses anniversaires entouré d'un foyer élargi. Chloé souriante, désormais confiante dans ses compétences, Isabelle, qui portait moins l'ombre du deuil, et Philippe, qui avait appris à être présent autrement qu'en apparence. On le vit très jeune adopter le nom composé de Lefebvre, une formule de reconnaissance qui ne fut pas immédiatement officielle, mais qui fut vécue comme un acte d'amour. Pendant ce temps, Chloé accumula des diplômes, non pour effacer le passé, mais pour s'outiller. Elle s'engagea dans des études de gestion d'entreprise sociale et, à force de persévérance, obtint une aide pour ouvrir un petit bureau d'accompagnement pour femmes en situation précaire. Un cabinet discret où l'on proposait des formations, des ateliers de reconversion et une écoute. La boutique, située près de la gare, devint rapidement un petit phare local. Les cassures sociales y trouvaient des réponses concrètes et la figure de Chloé, ancienne femme de ménage devenue formatrice, inspira plus d'une. Philippe, de son côté, transforma une partie de son entreprise en soutien à des ateliers gratuits pour jeunes talents issus de quartiers modestes, créant des bourses portant le nom de Maxime. Il ne le fit pas pour l'applaudissement, mais parce que la ligne tracée dans le carnet de son fils lui avait rendu un sens. Il offrit au petit Nathan des voyages sur des chantiers, des rencontres avec des architectes et surtout la certitude que le goût pour les formes n'était pas une faiblesse sociale, mais un héritage à cultiver. Les épreuves ne disparurent pas. Un incident médiatique survint quand un journaliste proche posait des questions indiscrètes. La famille protesta, réaffirmant sa volonté de protéger l'enfant. Isabelle fit face à une critique interne dans le conseil d'administration, mais cette fois, elle tint bon. Les moments d'angoisse restèrent, mais le réseau de protection, juridique, familial, amical, se consolida. 5 ans après le rendez-vous au cimetière, un événement vint sceller une étape. Une cérémonie sobre fut organisée pour officialiser la reconnaissance de Nathan et la gestion durable de son patrimoine. Ce ne fut pas une grande messe, la famille désirait une ritualité digne et contenue. Le notaire présida, Catherine assista, Julien apporta des souvenirs et Martine, la mère de Chloé, vint en camasse de dignité pour témoigner. Ils choisirent ce jour-là pour symboliser que la révélation au cimetière n'avait pas été une rupture irréparable, mais le point de départ d'un cheminement vers la responsabilité.
Pendant cette période, Nathan, maintenant un garçon plus taciturne mais curieux, exprimait sa gratitude de manière simple. Il faisait des dessins pour la tombe de Maxime, plantait une petite poussée de fleurs près de la pierre et écoutait les histoires de son père absent sans juger. Il apprit les gestes concrets de la transmission. Comment tracer une ligne, comment mesurer un angle, comment tenir un équilibre entre le respect du passé et la liberté d'imaginer l'avenir. L'adolescence apporta son lot de questions. Nathan demanda parfois pourquoi ses origines avaient été cachées. Il manifesta la colère typique d'un jeune qui découvre les compromis d'adultes. Mais à chaque dispute, un autre fil se tissait. Des conversations longues avec Philippe, des après-midi dans l'atelier où l'on réparait des maquettes, des soirées où Isabelle lui parlait de la fragilité humaine. Chloé, désormais responsable de son propre cabinet, lui montra que l'indépendance se gagne par l'effort et la tendresse. Un tournant marquant survint le jour où Nathan, adolescent, présenta un projet pour une bourse d'études. Une maquette d'un centre communautaire, un lieu qui unirait formation et atelier pour jeunes, qu'il proposa de construire dans le quartier où il avait grandi. Le projet n'était pas seulement technique, il était entièrement chargé d'intention. Il s'agissait d'un bâtiment ouvert, de lumière, de matériaux simples mais nobles. Dans son discours, il évoqua le désir de laisser un endroit où personne n'aura à cacher son histoire. À l'entendre, on retrouvait l'écho de la lettre de Maxime, ne pas faire du secret un fardeau, mais une marche vers quelque chose de plus grand. Philippe sut alors qu'il devait soutenir ce projet. Grâce aux fonds mis en réserve et à des partenaires solides, ils purent financer le projet du jeune homme. Le chantier devint un lieu d'apprentissage pour de nombreux jeunes en recherche d'orientation. Chloé organisa des ateliers pour les mères, Isabelle gagna en assurance en prenant la parole lors d'événements caritatifs. Et Philippe, plus discret qu'autrefois, investit son énergie à faire que le centre fonctionne de façon durable. La cérémonie d'inauguration du centre, quelques années plus tard, fut sobre et pleine d'émotion. Sous un ciel clair, le bâtiment prit sa place comme un geste visible de réparation et d'espoir. Les discours furent courts, Julien raconta un souvenir de Maxime, Chloé parla de son parcours, Isabelle fit un geste public d'apaisement qui surprit tout le monde par sa sincérité. Nathan, devenu un jeune homme décidé, prit la parole. Il parla de son père non comme d'un mythe, mais comme d'un guide dont les traces ont été assez fortes pour orienter une vie. Puis vint l'instant que chacun avait redouté et préparé, la visite collective à la tombe. Plus personne n'évita le cimetière. Ils déposèrent des pivoines blanches, cette fois sans accusation, seulement avec reconnaissance. Philippe posa une main sur la pierre, à la manière d'un enfant qui reconnaît une histoire. Il sentit l'écorce du souvenir, mais aussi la chaleur d'une vie qui, par l'action, avait trouvé un sens. Les années passèrent encore. Nathan poursuivit ses études d'architecture, porté par l'héritage de son père, mais aussi par sa propre volonté de créer des espaces pour les autres. Il obtint des prix pour des projets centrés sur l'inclusion sociale, et c'est dans ce registre qu'il choisit de travailler en revenant régulièrement au centre fondé en mémoire de Maxime. Chloé supervisa le cabinet qu'elle avait ouvert, plus solide, employant d'anciennes participantes qu'elle avait accompagnées. Isabelle trouva une forme de paix. Elle participa à des conférences sur la résilience et devint une voix pour ceux qui craignent l'enfermement social. La relation entre les femmes, Isabelle et Chloé, avait évolué. Pas en une amitié naïve, mais en une alliance solide, nourrie de respect réciproque. Elles riaient des petites choses, pleuraient encore des autres, et se soutenaient dès que la vie leur demandait un geste. Philippe, transformé, avait appris à se taire pour écouter, à s'excuser pour ce qu'il n'avait pas vu, à reconnaître que la réparation est un travail de longue haleine. Un soir, quelques années plus tard, alors que Nathan s'apprêtait à ouvrir son propre cabinet d'architecture, il fouilla dans une boîte et trouva une petite lettre pliée, écrite en marge d'un carnet de jeunesse. La lettre, qu'il lut à voix basse, disait avec une retenue désormais familière « Si la vie t'offre des angles à corriger, fais-le en pensant aux gens qui y habitent. » Nathan sourit. Ce n'était pas un décret, mais un conseil. Il comprit que l'héritage que son père avait laissé était surtout une manière de voir le monde. Le récit se referma, enfin, sur une scène qui rappelait le début. Le cimetière, le gravier, une présence attentive. Mais la pivoine n'était plus un point d'interrogation planté dans la terre. Elle était désormais déposée en mémoire, une offrande consciente.
Philippe, plus âgé, posa la main sur la pierre. Les rides autour de ses yeux avaient gagné en profondeur, mais aussi en expression. À ses côtés, Chloé tenait la main de Nathan, adulte, mesuré, habité par la même curiosité qui avait fait sourire son père. Isabelle, juste derrière, regardait le ciel avec un calme qui témoignait d'un long chemin parcouru. Le vent jouait avec des feuilles et apportait la simple musique d'un jour ordinaire. Le centre continuait de vivre au cœur de la ville, fréquenté par des enfants qui n'avaient pas à dissimuler leurs origines. Et c'est là que la famille Lefebvre choisit d'enterrer les cicatrices par la construction d'un avenir partagé. Ce qui avait commencé par un rendez-vous troublant au cimetière, une rencontre qui avait mis à nu des secrets et des peurs, s'était transformé, lentement, en une transmission. L'héritage de Maxime n'était pas seulement monétaire, il était une invitation à regarder, à tendre la main, à bâtir. La dernière image resta simple. Nathan, en tant qu'architecte, tenant la porte du centre ouverte un matin, tandis que des enfants entraient, riant, porteurs de rêves que personne ne leur demanderait de cacher. Le nom de Maxime fut inscrit sur une plaque, non pas pour glorifier, mais pour rappeler. Ici, on apprend à bâtir pour les autres. Si la première scène avait commencé avec la chute d'une pivoine sur du gravier, la dernière se terminait par une graine plantée, une action silencieuse, persistante, qui prouve que les rendez-vous troublants peuvent, parfois, mener à des constructions durables. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites en commentaire, auriez-vous agi autrement? Partagez votre point de vue. Et si, en observant cette famille recomposée, il y a une leçon à retenir, c'est peut-être celle-ci. L'héritage le plus précieux n'est pas ce que l'on laisse entre comptes et testaments, mais ce qu'on apprend à donner en présence, attention, temps et la volonté de réparer. Partagez cette histoire si elle vous a parlé, abonnez-vous pour d'autres récits et dites-nous, l'argent aurait-il suffi, à votre avis, à réparer ce qui était brisé ?